Alors moi, mon rôle aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être d'essayer d'arriver au bout de l'entonnoir de ce marathon des transitions pour essayer de prendre la question climatique sous l'angle individuel. Parce qu'on se pose toutes et tous la question un petit peu vertigineuse de savoir comment, avec toute cette écrasante information qu'on a de manière de plus en plus claire de la part du GIEC et des autres scientifiques du climat, comment on peut agir à notre échelle pour essayer de soulager, un tant soit peu, cette catastrophe actuelle et à venir. Alors mon propos, il va être d'essayer de donner vraiment des pistes de réflexion, ça ne va pas du tout d'essayer de plaquer des solutions toutes faites, mais vraiment d'essayer de voir si collectivement on ne peut pas trouver des ordres de grandeur, des bonnes idées, et surtout des fausses bonnes idées, sur la question de l'engagement individuel. Alors vous voyez que le titre de la présentation, c'est « Faire sa part, point d'interrogation » et avec des guillemets. Donc vous aurez bien compris que je ne vais pas verser dans du solutionnisme BA à base de pipi sous la douche qui résoudra le problème. Quoique, c'est très intéressant comme technique et on pourra y revenir. Alors, je ne me suis pas présenté, je m'appelle César, donc je travaille effectivement chez Carbon 4, qui est une société de conseil qui a été fondée par deux personnes, Jean-Marc Jancovici, Alain Grandjean, l'un qui est ingénieur, l'autre qui est économiste de l'environnement, et les deux sont au Haut Conseil pour le climat. C'est l'instance qui a été créée par le président de la République il y a quelques années pour conseiller directement la politique du gouvernement en matière de climat. Alors on est une boîte de conseil, mais on ne fait pas que conseiller des boîtes privées et des acteurs publics. On aime beaucoup utiliser notre expertise, utiliser tout ce qu'on comprend et tout ce qu'on apprend quand on discute avec nos clients pour essayer de restituer toute l'information et un peu faire une sélection d'informations pour la déverser dans le débat public. Et c'est vraiment ça qui nous anime particulièrement, et moi j'aime beaucoup faire ça. Et notamment, il y a 2 ans, avec une collègue qui s'appelle Alexia Soyeux, on a publié une étude qui s'appelle donc « Faire sa part », et donc je vais aujourd'hui vous donner les grandes conclusions. Alors attendez, on va aller manuellement. Alors, du coup, on peut peut-être démarrer en se disant, ok, donc là on vient de faire un marathon des transitions, on vient de se rendre compte que il n'y avait pas un problème, mais des problèmes locaux, que la question du changement climatique était un problème écologique plus fondamental, plus global, qu'il avait corps, en fait, qu'il prenait corps dans différents aspects, qu'ils soient géographiques, sociaux, etc., et que la question était en fait extrêmement multiple et complexe. On a vu que le rapport du GIEC qui est sorti, enfin en tout cas le rapport du premier groupe qui est sorti il y a quelques jours nous montre qu'on est à la croisée des chemins une fois de plus et qu'il est encore possible d'agir. Mais toute la question, c'est de savoir comment nous, individus, on peut essayer de voir comment agir de la manière la plus efficace possible. Alors, mon propos, il va être du coup d'abord très micro, c'est-à-dire je vais beaucoup parler un petit peu de nous, notre empreinte carbone, etc. Mais vous verrez que ça va être un prétexte pour aller sur le macro, donc d'utiliser le prisme individuel pour se poser des questions plus générales sur qu'est-ce que ça veut dire en fait l'action individuelle dans un monde qui s'est complètement atomisé, individualisé, et est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce prisme individuel pour repenser la notion de politique? Alors, je ne sais pas si quand je fais ça, j'utilise un macroscope, mais peut-être que si, je ne sais pas, on verra. Alors, voilà, ça c'est une baignoire. Alors pourquoi? Alors ce n'est pas pour des questions de petits gestes, etc. C'est plutôt une allégorie du changement climatique. Alors je ne vais pas vous redire tout ce qu'a dit Christophe Cassou brillamment tout à l'heure, mais en fait finalement, moi j'aime bien dire que le changement climatique c'est un peu un problème de plomberie. Le but du jeu de la catastrophe écologique, c'est de réussir à faire en sorte que cette baignoire planétaire, cette baignoire atmosphérique, ne déborde pas. Si elle déborde, donc le niveau d'eau, c'est en fait la quantité de CO2 qui est présente dans l'atmosphère, et si la baignoire déborde, ça veut dire qu'on aura atteint un niveau symbolique qui est typiquement le 2 degrés, le plus 2 degrés de réchauffement. Et si on le dépasse, c'est la catastrophe. Le problème, c'est qu'on n'a pas de serpillière géante à l'échelle planétaire pour rattraper nos bêtises. C'est
c'est inéluctable si jamais on dépasse, et c'est la catastrophe assurée. Et donc le but du jeu de ce problème de plomberie, c'est qu'on a un niveau d'eau qui était stable, comme l'a expliqué Christophe, avant la révolution pré-industrielle, et sous l'effet de nos émissions, qu'on appelle des émissions de gaz à effet de serre anthropiques, c'est-à-dire créées par l'homme, on a ajouté du CO2 dans l'atmosphère. Donc la baignoire se remplit dangereusement de plus en plus. Donc fort heureusement, on a aussi un siphon qui évacue l'eau chaque année. Ça, c'est grosso modo ce qu'on appelle les puits de carbone. Et c'est ce qui fait donner à certains et certaines des idées un peu faramineuses de plantation d'arbres à grande échelle pour, soi-disant, faire en sorte qu'on pourra ne rien faire sur les émissions et tout focaliser sur les puits, ce qui n'est absolument pas possible. Je fais juste une parenthèse là-dessus pour juste pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ce qu'il y a ici en puits de carbone n'est absolument pas suffisant pour compenser l'intégralité de nos émissions qu'il y a aujourd'hui. Bref, aujourd'hui, on est sur un problème gigantesque, c'est une sorte de course contre la montre infernale, où on a un robinet qui s'ouvre de plus en plus fort. Donc là, ici, vous avez la courbe des émissions de gaz à effet de serre depuis 1750 jusqu'à aujourd'hui. C'est une augmentation exponentielle. Et aujourd'hui, avec le Covid, on a quand même commencé à réduire, mais c'est de manière extrêmement conjoncturelle et c'est pas du tout durable. Donc, en tendance, on a un robinet qui ne fait que s'ouvrir de plus en plus fort. Et la conséquence de ça, j'ai du coup piqué le graphe de Christophe avec un réchauffement qui, c'est pareil, une exponentielle depuis 170 ans. Du coup, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je peux faire moi, à mon échelle, avec ce constat absolument écrasant d'action et d'inaction. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il y a un petit peu pas mal de discours un petit peu différents qui naissent, en fait, quand on essaie de faire de réconcilier cette chose très difficile de ce macro et du micro. Il y a en fait peut-être deux écueils qu'on retrouve beaucoup. Il y a le premier écueil qui est l'écueil que j'appellerais du solutionnisme BA dont je parlais tout à l'heure, qui est finalement de croire en notre toute puissance en tant qu'individu, en tant que colibri, pour résoudre ce problème. Donc je ne ferai pas de mystère, ce n'est pas dans cette voie-là que je vais m'engouffrer pour la suite de mon exposé. Mais je ne vais pas non plus m'engouffrer dans un autre écueil qui va être l'écueil de la démission généralisée, de l'aquabonisme, et de se dire de toute façon tout est foutu, et encore plus à mon échelle, et de toute façon les leviers, les vrais, sont à l'échelle de l'État, des entreprises, etc. Là non plus, je ne vais pas verser là-dedans, parce qu'on va voir qu'en fait la réalité elle est justement entre les deux, et que la question fondamentale, c'est de savoir de quelle manière faire la synthèse entre les deux. Alors, comment est-ce que, il y a 2 ans, avec Alexia, on s'y est pris? En fait, on a démarré par justement cet étonnement qui était le nôtre quand on a vu un certain nombre de discours émanant de certains pouvoirs qui mettaient un accent extrêmement fort sur les individus. Comme si chaque individu était un super-héros local et avait en son pouvoir, avec notamment sa carte de crédit, le pouvoir de tout changer. Et donc, on a pris un petit peu ce discours-là au pied de la lettre et on s'est dit, bah, très bien, jouons le jeu, prenons un Français moyen, qui a une empreinte carbone moyenne, et essayons de voir ce que ça donne si on prenait tous les gestes, tous les éco-gestes un peu du quotidien dont on entend beaucoup parler, et essayons de voir où ça nous mène en termes de réduction des émissions individuelles. C'est dans cette publication qu'on a un petit peu résumé nos travaux. Donc c'est disponible sur Internet, donc si vous voulez jeter un œil. Mais du coup, cet exposé, c'est vraiment le résumé de cette étude. Alors, pour démarrer, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. Un petit rappel peut-être sur ce que c'est que l'empreinte carbone individuelle. L'empreinte carbone individuelle, c'est la quantité de CO2 et d'autres gaz à effet de serre que chacun et chacune d'entre nous, émettons chaque année, par le biais de nos activités. Par exemple, ce qui va être dans votre empreinte carbone cette année, c'est les transports qui vous ont permis de venir ici, dans cette salle, dans ce centre des congrès de Florence. C'est, par exemple, ce projecteur-là qui consomme de l'électricité, ça va être un petit peu inclus aussi dans votre empreinte carbone, parce que vous participez à un événement qui utilise l'électricité. Moi, je vais avoir cette incroyable virée en voiture entre Agen et ici, tout seul dans une voiture, ce qui est très mal, mais quand même, j'ai été obligé, je suis navré. Mais voilà, donc c'est un petit peu toutes les activités qu'on va faire chaque année. Donc si on prend un peu un Français moyen, en moyenne, on émet 11 tonnes de CO2 par an.
Donc ça, c'est un premier ordre de grandeur qu'il faudrait avoir en tête, c'est un Français ou une Française, chaque année, 11 tonnes de CO2 équivalent, du coup, c'est CO2 plus méthane plus autres, par an. Si on veut un petit peu avoir le détail de ce 11 tonnes, donc de quoi c'est composé, on retourne la barre à l'horizontale et on regarde un petit peu les postes, ça s'appelle des postes d'émission de votre quotidien chaque année. Donc on a en moyenne en France un gros poste mobilité, pour se déplacer, un poste logement qui essentiellement est pour se chauffer et chauffer l'eau chaude sanitaire, cuisiner, etc. On va avoir en vert les biens et services privés, donc en gros tout ce qu'on va acheter, les biens manufacturés qui ont été bien produits quelque part et transportés au magasin. On va avoir un gros poste alimentation pour se nourrir, il faut bien faire pousser les céréales, il faut bien élever les bêtes, etc. Et enfin, un dernier poste, qui a 1 tonne de CO2 par an et par personne, c'est les émissions liées aux services et investissements publics. Donc en fait, c'est tout ce que va faire l'État. Et nous, en tant que citoyens français, on a une part de ces activités de l'État. Donc ça va être l'armée, les hôpitaux, les collèges, les lycées, etc., qui vont se retrouver aussi dans l'empreinte carbone d'un Français. Alors, 11 tonnes de CO2 par an et par personne, en moyenne, j'insiste vraiment sur le en moyenne. Pourquoi ? Parce que en réalité, ce 11 tonnes de CO2 par an et par personne dépend énormément de votre mode de vie, et notamment de votre niveau de vie. Vraiment, il y a une corrélation très claire dans les études entre le niveau de vie, le revenu annuel, et les émissions. Donc, ce serait intéressant de faire, par exemple, le bilan carbone de Jeff Bezos, qui, visiblement, quand il est allé dans l'espace il y a 2 semaines, a cramé en l'espace de 10 minutes l'équivalent des émissions d'une personne moyenne sur Terre dans toute sa vie. Donc voilà, il faut quand même se dire qu'il y a un petit truc intéressant à creuser là-dessus. Alors, si on veut à tout prix réussir le défi climatique, écouter Christophe Cassou et se dire très bien, on va résoudre le problème et on va rester sous les 1,5 degré de réchauffement, donc c'est-à-dire en gros on va s'arrêter à la limite haute de la baignoire en ayant réussi suffisamment vite à réduire le robinet, on peut le calculer qu'en moyenne par personne, il faudrait réduire de 11 tonnes de CO2 à 2 tonnes de CO2. Donc voilà, ça fait un peu mal quand on le voit comme ça, mais c'est une baisse de 80%. Donc ça peut paraître un peu écrasant, en effet, mais ça peut paraître aussi assez excitant, puisque c'est là qu'on commence à toucher du doigt les vraies solutions. Alors, je vais m'expliquer tout à l'heure. Donc, on passe de 11 tonnes à 2 tonnes. Si on se souvient de ce que j'ai dit tout à l'heure, on va se dire, très bien, je dois passer de 11 tonnes à 2 tonnes, mais vu que j'ai à m'apporter, moi, individu, énormément d'actions en éco-gestes, je vais voir ce que ça fait de les faire toutes et de voir si j'y arrive bel et bien. Alors, on va démarrer et on va commencer par les plus faibles. On va commencer vraiment par celles qui sont peut-être importantes dans, on va dire, la prise de conscience et le cheminement personnel, psychologique de changement, de transformation de sa vie, mais qui ne vont pas forcément avoir un impact extrêmement fort sur son empreinte carbone. Donc là, typiquement, ça va être trier ses déchets. Alors oui, hélas, trier ses déchets n'a jamais réellement fait quoi que ce soit sur la baisse des émissions de CO2. Ça va être aussi acheter des ampoules LED. Ça, pareil, vu qu'en France, en tout cas, l'électricité est largement décarbonée, changer son ampoule halogène en ampoule à LED, ça n'amène pas un gain extraordinaire. Alors, on poursuit, il n'y a pas que ça, on va aller un peu plus loin et on va se dire, très bien, je vais faire le pari de tout acheter à partir de maintenant en reconditionné ou d'occasion, dans les friperies, etc. Je vais baisser la température de mon logement, donc la température de chauffage de mon logement, et là, ça nous amène à une baisse un peu plus forte par rapport aux 11 tonnes. Donc on voit qu'on a quand même un ordre de grandeur, peut-être un demi-ordre de grandeur de plus que la première catégorie. Mais il y a encore du chemin. Alors on continue, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Je sais pas, des idées peut-être. Alors oui, il y a une idée qui est là, mais il y a les transports. Et les transports, typiquement, il y a arrêter de prendre l'avion, qui est quand même un geste quand même assez fort. Il y a faire du covoiturage de manière systématique. Et puis, il y a aussi troquer sa voiture pour un vélo pour les trajets courts, les trajets urbains. Et ça, pour le coup, c'est des actions qui, combinées, et en moyenne, je répète, en moyenne, vont avoir un impact encore plus significatif. Mais vraiment la superstar des gestes,
Et ça, c'est un deuxième un point important de cette étude, c'est que le grand champion, c'est le régime végétarien. Ce simple geste, ce simple changement de comportement bat l'ensemble, ou quasiment l'ensemble, la somme de tous les autres. Alors, on peut l'expliquer assez facilement, parce que quand on va taper dans le régime alimentaire et qu'on va arrêter de manger de la viande, on va en fait toucher à deux grands postes d'émissions extrêmement forts. Le premier, c'est l'élevage, puisque finalement nos bœufs, vaches, etc. ruminent et émettent du CH4, du méthane. Donc se mettre sur un régime végétarien, voire vegan, va enlever ça. C'est quand même très significatif. Et le deuxième secteur sur lequel on va venir jouer quand on devient végétarien ou vegan, c'est le fait de cesser, ou en tout cas de décélérer la déforestation, puisque l'Amazonie brûle et se déforeste, notamment parce qu'on doit justement nourrir ces belles bêtes en plantant du soja au lieu de la forêt primaire. Donc finalement, c'est d'une pierre deux coups, ce qui explique la force assez grande de ce geste de passage au végétarien. Mais finalement, avec tous ces changements de comportement, en moyenne, encore une fois, on arrive à une baisse qui est intéressante, mais absolument pas à la hauteur de ce qu'il faudrait aller chercher pour atteindre ce 2 tonnes par an et par personne. Alors, est-ce qu'on a tout exploré en termes de changement de comportement individuel ? La réponse est non, puisque la liste est loin d'être exhaustive. L'idée, c'est plutôt vraiment de raisonner en ordre de grandeur, et on pense avoir cartographié les plus gros, mais on est tout à fait ouvert à avoir d'autres idées. Et la deuxième réponse, c'est non non plus, puisque on peut aller chercher d'autres choses à l'échelle individuelle qui, elles, vont plutôt aller nécessiter un investissement financier. Donc là, tout ce que j'ai cité, c'est des choses qui ne nécessitent aucun investissement. Tout ce que je viens de citer, c'est demain, on peut le faire, et on réduit de 25% immédiatement son empreinte. Donc ce qu'on peut faire en plus, c'est par exemple rénover son logement. Donc investir dans la rénovation énergétique de son bâtiment pour utiliser moins d'énergie de chauffage pour un même confort de vie. Ça peut être changer de vecteur énergétique de chauffage, passer pourquoi pas à l'hydrogène au lieu du gaz ou au lieu du charbon, parce qu'il y a encore des maisons en France qui se chauffent au charbon. Et ça peut être aussi investir dans un véhicule bas carbone, qui soit électrique, hydrogène, etc. Et alors ces actions avec investissement financier, si on les ajoute aux premières actions qui sont plus des changements individuels de comportement, en ordre de grandeur, on arrive autour de moins 45%, moins 50%, par rapport aux moins 80% qu'il faut faire. Donc ça, c'est l'infographie initiale du rapport, que vous pourrez, si vous voulez, aller voir, avec la quantification de chacun des gestes, avec bien sûr les hypothèses qui sont les hypothèses de l'étude, qui ne sont absolument pas des hypothèses fermes et indiscutables. Mais donc voilà un petit peu le total. Alors on peut peut-être à partir de là faire un petit point sur qu'est-ce que ça veut dire en fait, ce 45%. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est déprimant, est-ce que c'est génial, etc. En fait c'est un peu tout à la fois. On va commencer par le truc sympa, c'est que c'est quand même, moi je trouve, et c'est quand même assez significatif de se dire que du jour au lendemain, sans investissement financier, on peut passer à moins 25% en moyenne de son empreinte. En plus de ça, ce moins 25%-là, il est absolument nécessaire, puisqu'il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui allons faire ces changements-là. Donc en fait, on ne peut pas faire l'économie de ces petits gestes-là. Donc ça, c'est le premier point, qui est un point. Moins 25%, c'est assez simple à faire, enfin, en tout cas, ce n'est pas financièrement compliqué. Et si on veut aller encore plus loin et faire un investissement financier, on peut aller chercher du moins 45%. Donc franchement, se dire que du jour au lendemain, avec investissement financier, on peut réduire de moitié son empreinte, c'est quand même assez fort, compte tenu du problème civilisationnel que pose le changement climatique. Mais la deuxième conclusion qu'on peut dire, c'est 45%, ce n'est pas 80%. Et c'est là que on ouvre la porte de la partie la plus passionnante en fait, de toutes ces questions climat et de ces connexions entre le macro et le micro, c'est de se dire un individu seul ne peut pas tout faire. Et finalement, le moins 45% au lieu du moins 80%, c'est un petit peu une leçon d'humilité pour se dire, en fait, une société, ce n'est pas une somme d'atomes complètement séparés entre eux. Une société, c'est autre chose. Alors pourquoi on n'arrive pas, finalement, à atteindre ce 2 tonnes avec nos actions individuelles? Alors pour ça, on peut prendre un certain nombre d'exemples. Par exemple, je décide de troquer ma voiture pour un trajet en bus, par exemple.
Donc ça, c'est très bien, c'est un super geste parce que je renonce à ma voiture, je vais dans un transport en commun. Mais finalement, ce n'est pas moi, individu, qui décide si le bus il tourne au diesel, au biométhane, à l'hydrogène, ou s'il est tracté par un âne ou autre chose. Un autre exemple, c'est chez moi, je décide de changer ma chaudière, de prendre une chaudière à gaz super performante. Bah, ce n'est pas moi qui vais décider si le gaz qui m'arrive dans mes tuyaux, il est d'origine bio, c'est-à-dire la méthanisation des crottins ou de vaches de la région, ou s'il est d'origine fossile, il vient directement d'un gisement de la gare du Nord. De la mer du Nord. Peut-être qu'il y en a, faudrait creuser. D'autres exemples, je sais pas moi, on va faire des courses, on va au Super U en périphérie, et on dit, tiens, ce soir je cuisine végétarien, donc je prends des tomates et tout, je n'ai pas décidé si les tomates sont acheminées par ferroutage, donc le fret ferroviaire, ou par avion, ou autre. Et puis d'ailleurs, c'est pas moi non plus, et ça fait écho à un propos qui a été donné, je crois, tout à l'heure par Guillaume Carbou, c'est de se dire, finalement, c'est pas moi non plus qui ai décidé de l'implantation de ce supermarché. Et ce supermarché, il a été implanté en périphérie d'une ville parce que notre civilisation est basée sur la bagnole. Et donc finalement, on sent qu'avec ces exemples-là, on touche du doigt le fait qu'on est, de manière un peu invisible, complètement pieds et poings liés de tout un tissu de fils qu'on ne voit pas au premier abord, mais qui sont des fils tissés par une succession de choix politiques, économiques, sociaux passés, et qui sont basés sur la toute-puissance des énergies fossiles. Et que du coup, on est un peu individuellement dans nos vies, on est locked in, on est prisonnier de ce tissu-là, et ce qui explique en fait la relative impuissance de nos actions à l'échelle individuelle. Alors, à partir de ce moment-là, on peut se dire, bon, c'est foutu, il n'y a rien à faire. Et en fait, si. Je pense que si, et c'est la suite du propos. Donc là, je mets juste ce que je viens de dire. En gros, c'est nécessaire de transformer l'ensemble de notre environnement socio-technique pour le transformer. Et toute la question, c'est de savoir comment. Alors, je vais juste, avant d'aller plus loin, il y a une illustration de ça, quand même, sur l'actualité toute récente, sur le fait que, individuellement, on n'est pas si puissant que ça, et que finalement, le problème climatique se situe généralement loin de nos yeux. C'est lors du premier confinement du Covid. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je pense que si, mais on était toutes et tous parqués chez nous, et on ne se déplaçait plus, on n'allait plus au travail, enfin on télétravaillait, enfin en tout cas il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler, mais il y a beaucoup de gens dans le tertiaire qui restaient télétravailler. Et on avait un petit peu mis à zéro toute l'activité culturelle, etc. Même avec ce locked-in-là, enfin, ce confinement-là, on a réduit de 30% seulement nos émissions françaises ponctuellement. C'est-à-dire vraiment au plus fort du confinement, on a fait moins 30 dans nos émissions et pas moins 80. C'est-à-dire qu'en fait, même quand on était chez nous à pas se déplacer, etc., il y a tout un tissu industriel qui continuait à tourner. Et finalement, c'est quelque chose qui existait loin de nos yeux. Je sais pas, les centrales électriques, il y avait encore des vaches dans les champs, il y avait encore des industries qui tournaient à plein. Et donc, ça montre que réellement, le problème climatique est aussi une affaire qui n'est pas qu'individuelle et qui est aussi à la main des entreprises et de l'État. Alors, ça, c'est un petit peu le graphe conclusion. Donc, vous allez voir que vous n'allez pas du tout retrouver vos petits en termes de pourcentage, c'est normal. Par exemple, ici, vous allez avoir... Donc là, je résume le graphe. À gauche, c'est les 11 tonnes actuelles. À droite, c'est l'objectif de 2 tonnes auquel on doit parvenir. Et puis au milieu, c'est un peu la décomposition du chemin, grosso modo, qu'on devrait parcourir. Donc là, les changements de comportement individuel, vous voyez, j'avais dit tout à l'heure 25%, et là je mets que 10%, parce qu'en fait, alors, je ne l'ai pas dit, mais il y a un truc encore plus déprimant, c'est que finalement le 25% là, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quand on fait tout. Or, en moyenne, si on parie sur des changements volontaires des gens, on va avoir peut-être 1/5 des gens qui vont tout faire, 3/5 qui vont être un peu comme ci, comme ça, qui vont faire peut-être 1/4, et puis 1/5 de réfractaires qui ne vont rien faire. Donc en fait, il faut pondérer en plus de ça, ce 25% à l'aune de l'acceptation. Et donc ça revient à 10% pour les gestes sans investissement, 10% supplémentaires avec des investissements financiers, dont je parlais tout à l'heure, la voiture, la rénovation énergétique, etc. Et puis en fait, on peut se dire que par différence, tout le reste,
c'est la baisse qu'on peut qualifier de transformation socio-technique ou systémique, et qui va être composée d'une décarbonation de l'industrie, auquel nous, citoyens et citoyennes, au jour le jour, n'avons pas vraiment de pouvoir décisionnel, la décarbonation de l'agriculture, du fret de marchandises, des services publics, et puis aussi décarboner la chaleur, le gaz, l'électricité. Je pourrais même rajouter l'hydrogène, pour faire un clin d'œil à la conférence d'avant, pour dire l'hydrogène, si on le produit, c'est pas par vaporoformage, c'est-à-dire en prenant du méthane fossile et en faisant de l'hydrogène, mais c'est surtout en essayant de faire de l'électrolyse à partir d'électricité bas carbone, en fait, voire renouvelable. Donc c'est un petit peu la conclusion qui est de dire, si stricto sensu, on raisonne en termes d'atomes, vraiment une société qui serait un agrégat d'individus, on aurait finalement à notre main qu'un quart de ce truc-là. Et le reste, c'est vraiment de l'ordre de la décision collective. Et donc, en termes de décision collective, la question à se poser, c'est comment est-ce que nous, individus, on peut aller peser sur ces décisions collectives. Et ça, c'est vraiment la question à 1 million d'euros. Et je vais donner quelques pistes, mais alors, qui ne sont absolument pas exhaustives. Je pense que ça pourrait être, la suite de tout ça, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'on fait en tant que société pour s'organiser. Comme l'a dit Catherine Larère tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un mapping des luttes, comme je crois est en train de le faire un postdoc quelque part ou un thésard. Ça, ce serait, par exemple, absolument intéressant. Mais si on finit donc sur un listing peut-être des premières idées qu'on pourrait faire pour se mobiliser en tant qu'individu collectif et politique et sortir finalement l'écologie de nos strictes maisons, en fait, comme ça a beaucoup été fait dans les dernières années, on peut essayer de tracer quelques lignes. Alors, j'ai passé rapidement des choses. Je ne me souviens même plus de ce que c'est. Ah oui, c'est juste le résumé de ce que je viens de dire. Alors, je pense que vous pourrez le voir tout à l'heure. Alors, peut-être que ce que je pourrais dire en plus, pour donc l'individu, je l'ai dit, pour l'État et les entreprises, il y a quelque chose d'important qui est là, vraiment, pour le coup, c'est une parenthèse, peut-être une ouverture aussi, mais la notion d'entreprise, il s'agit évidemment de réduire l'empreinte carbone des entreprises, mais il s'agit aussi, et peut-être surtout, de repenser la notion de produit, c'est-à-dire de biens et services, pour se demander quel produit, quel bien, quel service est utile dans un monde bas carbone. Et si on va encore plus loin, on peut même se demander dans quelle mesure on ne pourrait pas déconstruire la notion même d'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'à l'aune des mondes qu'on va construire, des imaginaires qu'il faut inventer, est-ce que l'entreprise est simplement un centre de profit qui doit le maximiser à tout prix? Ou est-ce que ce n'est pas un objet dont on devrait s'emparer à nouveau collectivement et d'en faire un commun, par exemple? Mais ça, c'est encore une parenthèse. Si vous avez 4 heures, on peut faire un grand débat pour en parler. Alors, du coup, pour terminer, pour poursuivre, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour agir collectivement? Alors, peut-être que le premier renseignement de tout ça, c'est de se dire, avant de lister les choses, c'est de se dire, finalement, ce moins 45%, enfin, moins 25, moins 45, par rapport au moins 80, c'est quelque chose qui, mathématiquement presque, nous dit que la rationalité est du côté de la radicalité, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire l'économie d'être radical au sens premier du terme, c'est-à-dire de se poser la question à la racine du changement climatique, et qui est de se repenser notre mode de vie, et de repenser le monde dans lequel on vit, quelle que soit la définition du mot « monde » d'ailleurs. Donc, il y a, je crois, Hervé Kempf, qui est un journaliste, qui a dit une phrase qui est « soyons raisonnables, soyons radicaux », un truc comme ça. Et je trouve que c'est une illustration assez bonne de cette phrase. Alors, comment agir collectivement? Je vais vous mettre des trucs en vrac, mais on peut réfléchir ensemble. Première chose, c'est, en tant que citoyen, on peut aller militer, s'indigner. Qu'est-ce que j'ai mis? Lutter de manière non violente ou pas. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous est allé déjà incendier des SUV en pleine ville, la nuit? Levez la main, n'ayez pas peur. Personne. Bon, ok. Les dégonfler, peut-être? Non. Bon. Ça peut être quelque chose d'autre qui est, Catherine Larère en parlait dans la première conférence du marathon, c'est soutenir les ONG, les associations qui font un travail de titan pour astreindre l'État à aller plus loin dans son action politique, son action environnementale et climatique. On parlait de l'affaire du siècle tout à l'heure, et typiquement c'est une illustration, au même titre que Amis de la Terre ou Urgenda, de la capacité de la société civile à aller faire pression sur nos gouvernants. Ça peut être
le fait de rejoindre des initiatives locales. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette carte, qui s'appelle Super Local, je crois, qui cartographie là encore les luttes en France, peut-être même à l'international, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. On peut aussi se dire qu'en tant que salarié, ou plus généralement en tant que collaborateur d'entreprise ou d'institution, d'organisation, on peut essayer de se mobiliser pour aller faire bouger les lignes chez l'employeur. Alors, pas forcément pour simplement changer les touillettes en plastique à la cafétéria et les remplacer par du bambou, même si c'est nécessaire de le faire, même si c'est d'ailleurs obligé par la loi, je crois maintenant, mais c'est surtout pour re-questionner avec le top management de vos entreprises, si vous travaillez dans des entreprises, sur la stratégie climat de l'entreprise. C'est, ok, vous avez fait un objectif de moins 40%, moins 50%, mais concrètement, quel est le futur que vous nous proposez en tant que collectivité, en tant que société? Est-ce que vous voulez encore faire du béton? Est-ce que vous voulez encore extraire des produits fossiles, même si par ailleurs vous faites plein d'éoliennes et de panneaux solaires? Donc c'est vraiment des syndicats, hein, c'est le rôle du syndicat, du syndicalisme historiquement, c'est d'aller faire entendre une voix, une lutte qui a trait à la défense de nos intérêts individuels. Ça peut être aussi, donc là je parle de l'employeur actuel, mais ça peut être aussi l'employeur futur. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du Pour un réveil écologique, qui est une association de jeunes étudiants et étudiantes, et qui font un travail remarquable, là encore, pour aller questionner, aller vraiment titiller très très fortement leurs futurs employeurs, les grandes boîtes du CAC 40, en leur soumettant un questionnaire et en leur intimant de répondre à, par exemple, quel est votre plan ? Quelle est votre vision du futur? Quel est votre plan concret pour réduire vos émissions? Est-ce que d'ailleurs vous connaissez combien vous émettez chaque année, ce qui n'est absolument pas le cas de toutes les entreprises? Donc, pareil, là, ici, en tant qu'étudiant, il y a une marge de manœuvre et surtout une énorme force, puisque aucune entreprise n'a envie de dégrader son image de marque, aucune entreprise n'a envie de dégrader son attractivité vis-à-vis des jeunes étudiants et étudiants. Donc, si vous êtes jeune et bientôt étudiant ou actuellement, n'hésitez surtout pas à le faire. Je pense que vraiment le pouvoir est vraiment de votre côté. Faire pression sur sa banque, il ne vous a pas échappé qu'une banque, ce n'est pas juste un endroit où on met de l'argent et ça dort quelque part. L'argent est réinvesti dans des projets et ces projets sont généralement un peu dégueulasses. Et comme en témoignent énormément de rapports de Reclaim Finance, des Amis de la Terre, qui montrent que les entreprises, les banques françaises sont notamment parmi les plus mauvaises élèves sur le soutien aux énergies fossiles. Et donc là encore, on peut penser à des class actions comme aux États-Unis pour faire pression sur nos établissements bancaires. Il y a aussi un autre sujet, qui est un sujet fondamental, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, et notamment pour les futures générations. Et là, si vous êtes prof, quelque part, enseignant, instituteur, institutrice, ça pourrait être intéressant aussi de sensibiliser dès leur plus jeune âge les enfants en tant que futurs citoyens, et pas seulement en tant que futurs consommateurs qui vont devoir éco-consommer ou être comment ça s'appelle déjà consommateurs. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, une liste extrêmement, vraiment tout à fait complétable, et j'espère qu'elle pourra l'être. Et donc, vraiment, toute la question, peut-être que la conclusion de tout ça, je pense que je vais finir un peu en avance, la conclusion de tout ça, c'est de se dire, peut-être trop longtemps, on a voulu enfermer le discours climatique et plus généralement écolo dans une fausse opposition. Une fausse opposition qui consiste à opposer le micro et le macro, le domestique et le systémique, et on va dire le changement bénin à son échelle et la révolution, si je le résume schématiquement. Si on se fait un petit peu d'histoire des idées, il me semble que dans les années 60-70, les mouvements féministes et écologistes, au contraire, considérait que le particulier, l'action particulière, n'était qu'une facette de l'action collective. Je crois que le slogan « tout est politique », c'est un petit peu une illustration de ça. C'est-à-dire que l'action à son niveau, ce n'est qu'une des parts nombreuses qu'on va devoir jouer pour la transformation du monde. Et c'est une transformation qui va être à la fois individuelle, mais aussi, et peut-être même surtout, collective. Et donc finalement, cette opposition qu'on a aujourd'hui entre le petit geste individuel et, on va dire, le changement radical collectif, il a été créé de toutes pièces, ou en tout cas il a été favorisé par un certain nombre de pouvoirs qui ont eu, a priori, des intérêts à, on va dire, domestiquer l'action climat sur des petits gestes
comme, donc je parlais du pipi dans la douche, mais il y a voilà, les brosses à dents en bambou, il y a trier ses déchets, qui a été un grand classique pendant 20 ans et qui aujourd'hui, on va dire, parasite énormément la pensée écologiste. Hein. Quand on parle de qu'est-ce que je fais à mon échelle, il y a beaucoup le je trie mes déchets. Donc toute l'idée là, c'est aujourd'hui un petit peu de déconstruire cette opposition qui est tout à fait, qui n'est pas réelle, qui est même contre-productive, de se réapproprier l'action individuelle et collective, de penser la radicalité comme l'unique ressort qui nous reste pour s'extraire de la nasse climatique qui est devant nous, et puis de se poser la question peut-être de et nous, chacun individuellement, où est-ce qu'on s'engage, que fait-on, où est-ce que je peux aller, dans quelle mesure je peux aller plus loin chez moi, voilà, est-ce que l'année prochaine, j'essaierai pas d'arrêter la viande totalement, ou alors progressivement, etc. Mais aussi et surtout, repenser on va dire, sa relation au monde et à la collectivité et à la société. Et la question à se poser, et qui est extrêmement difficile, qui se pose à chacun et chacune d'entre nous pour les années à venir, c'est par quoi est-ce qu'on commence, et quelles sont mes armes pour y arriver, et qu'est-ce que je viens chercher dans les différents axes et cercles qui sont à ma disposition. Voilà. Merci.